je dois être celui qui raconte comment nous allons vivre dans 30 ans. Mais j'ai appris à l'école que prophète était un métier à risque. C'est pour ça que je suis plutôt orienté vers la prospective, et finalement, c'est pas beaucoup plus sécure. Franchement, que celle ou celui qui parmi vous n'a pas d'idée sur ce qui va se passer, sur ce qui est en train de se passer, sur le monde qui nous attend, sur celui dans lequel nous sommes déjà rentrés, sur les enjeux à la hauteur desquels il va falloir être individuellement et collectivement, celui qui n'a pas une petite idée mesurée du devenir du climat de la Terre, de l'année à laquelle la France va rentrer en décroissance démographique, de la vitesse d'accélération des IA dans nos métiers divers et variés, que celui ou celle-là se lève et nous explique son secret, comment il a fait pour échapper à l'immense connaissance du futur dont nous disposons désormais dans nos sociétés, dans nos métiers, dans nos formations, dans nos débats, dans nos médias, dans notre culture commune. Par conséquent, je ne suis pas celui qui va apporter des cartes, des graphiques et des chiffres, mais la raison essentielle pour laquelle je ne vais pas le faire est plutôt dans ce que j'appellerais le paradoxe d'Harari. Yuval Noah Harari, c'est un historien israélien dont vous avez certainement lu un des best-sellers. Il y a eu Homo sapiens, il y a eu Homo Deus, et puis il y a eu Nexus, il y en a eu d'autres encore. Et dans un de ses livres, il explique que plus nous accumulons de connaissances sur le futur, plus nous devenons chacun d'entre nous un peu des experts de ce qui est en train de se passer et de ce qui va se transformer, et moins nous pouvons prévoir. Pourquoi explique-t-il ceci? Parce qu'il dit, voyez, cette image, évidemment, si j'ai une information que je peux anticiper, qui rentre dans mon propre logiciel de connaissance de l'avenir, je vais pouvoir modifier l'idée que je me faisais de ce que je dois faire. Et je vais pouvoir donc prendre une autre orientation, c'est-à-dire réinformer le futur, le modifier, apporter quelque chose qui va rentrer dans les connaissances à apprendre, et un peu sur le mode de l'intelligence artificielle dans ses interventions sur notre propre méthode de production de l'intelligence, venir en permanence redéfinir ce futur sur lequel plus on en sait et plus on change les comportements, les attitudes, les choix, etc. Moyennant quoi, la question ici, pour nous, dans une université, dans un moment d'école, d'apprentissage collectif et de mise en débat, ne peut pas se résumer à faire la somme de ce que nous savons ou à mettre en circulation des connaissances dont j'ai dit qu'elles étaient, d'une façon sans précédent, très largement partagées par nos sociétés. D'autant moins que, manifestement, il ne suffit pas de savoir pour convaincre, et que nous sommes rentrés dans un moment inattendu au XXIe siècle de combat très puissant entre le savoir et l'obscurantisme, la connaissance et la réfutation de la connaissance et de la post-vérité. Drill, baby drill, ce sont les champs de gaz de schiste aux États-Unis. Au fond, la question, c'est pas qu'est-ce que nous savons, comment allons-nous vivre, que peut nous dire l'expert sur les modes de vie, etc. La question, c'est que nous partagions le vocabulaire de la transformation. Emmanuel Cos a dit révolution, d'autres ont parlé de rupture juste après. Michel Serres a un vocabulaire très riche, Edgar Morin, dont je vais parler également. Et nous avons là le chantier principal, c'est de nous saisir dans notre grande diversité de nos différentes acceptions de ce qui est en train de se passer, entre ceux qui trouvent que ça ne va pas assez vite et que nous sommes tout près du gouffre, ceux qui trouvent que si l'objectif du ZAN, c'est 2050, on peut peut-être prendre quelques années de plus pour se lancer, donc ce n'est pas si urgent que ça. Ceux qui estiment que nous attend le grand effondrement, ceux qui pensent au contraire que nous sommes sur une base de réinvention de notre modalité productive qui est très intéressante, ça, c'est l'objet de la connaissance. Là, il y a le cœur des réponses que nous avons à chercher tous ensemble sur ce que seront nos modes de vie à l'horizon 2050. Camille, j'ai besoin de toi pour laisser la salle prendre connaissance de ces quelques citations, parce que je ne vais pas les lire moi-même. Il y a du Edgar Morin de 1981, il y a du Milan Kundera de 2003. On digère ça avec toi, merci.
Ah, c'est nettement plus tranquille que les équations financières. Merci, Camille. Alors, Kundera a-t-il raison lorsqu'il dit « toutes les prévisions se trompent, mais elles en disent plus long sur ceux qui les énoncent et leur présent que sur le futur ». Oui, un peu quand même, parce que toutes les prévisions ne se trompent pas. Mais elles en disent long sur nos angoisses et on peut quand même apporter quelques éléments de repérage, ne serait-ce que pour déballer ces angoisses. Et puisque voilà quelques images d'un temps qui peut nous paraître très lointain aujourd'hui, mais c'était avant-hier, dire quelque chose sur l'évolution du peuplement de nos villes, sur la répartition des catégories par âge, sur la mondialisation du marché de l'enseignement supérieur qui va très certainement continuer à porter la croissance dans nos villes et peut-être la diffuser vers les villes moyennes, sur l'allongement de la durée de la vie et par conséquent la constitution d'un troisième âge, quatrième, cinquième âge de retraités actifs un peu hybrides qui sont offerts à des trajectoires résidentielles extrêmement nombreuses, entrecroisées, bien entendu sur le réchauffement climatique, mais certainement pas pour commencer à dire que nous allons tous partir du Gard et aller habiter dans les Ardennes où il fera bien meilleur. En réalité, de ce futur, je voudrais dire que le fond de l'affaire n'est pas l'accumulation de savoir, et encore moins la priorisation. Est-ce que c'est la bascule écologique qui guide la bascule démographique, ou est-ce que la bascule socio-technique, celle des IA et du monde technologique en plein déploiement, va emmener toutes les autres? La question n'est pas de savoir comment nous allons nous déplacer, parce que parfois il faut des formes d'innovation tout à fait particulières. Ça, c'est l'effondrement du fameux glacier de Blacksand il y a 15 jours et l'évacuation du village concerné. En réalité, c'est un monde pluriel qui nous attend et par conséquent une immense variété de types de villes, de modes de vie, de choix, de comportements, d'attitudes, de systèmes de valeurs. Et la grande nouveauté qui nous attend, c'est notre capacité à les faire vivre ensemble dans une même société urbaine et rurale, territoriale, européenne et nationale, et dans une certaine capacité de tolérance à l'égard de ceux qui croient à un des 9 termes qu'il y a sur l'image, mettent en doute quelques-uns des autres, voire ils sont hostiles, et vont devoir quand même les fréquenter. Deuxième intermède, pour que nous prenions vraiment connaissance de l'ensemble de ces mots et de ces valeurs. À toi, Camille. Merci beaucoup, c'est foisonnant et en suspension à la fin. Parfait. Je ne vous laisse pas totalement tomber dans cette capacité d'anticipation et je termine avec une proposition et quelques mises de repères essentiels pour rentrer dans la connaissance des modes de vie dans la génération prochaine. Elles seront ces connaissances et ces modes de vie, ils seront d'une extrême diversité, ils seront contradictoires, ils s'entremêleront, ils nous feront aller de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, de la petite ville vers la grande et inversement. Je ne veux pas me prononcer sur le caractère univoque de ce mouvement, mais je veux dire que 3 choses essentielles doivent être nos repères, nos capacités de rassemblement et de construction de compromis. 3 très beaux mots que je propose de mettre au centre de vos travaux, mais qui sont déjà, je le sais, ne serait-ce que par cette installation. La beauté, la justice et la recherche. Pourquoi la beauté? Parce que cette période de transition, de bouleversement, a besoin d'une esthétique. Elle a besoin de quelque chose qui l'aimante, la fasse aimer, et en même temps aimanter ce futur qui l'attend. Pourquoi la justice? Enrico Letta l'a suffisamment dit, parce qu'il y a de graves dangers de décohésion dans les bouleversements. Et pourquoi la recherche? Parce que nous devons rester dans cette aptitude à rentrer dans un monde qui sera celui que nous connaissons de plus en plus et qui sera toujours plus incertain. Donc, esthétique, éthique
et heuristique. Bonne journée. Martin Vanier. Restez avec nous, Martin. Alors, j'ai deux messages. Le premier, c'est Martin Vanier, virgule, mon héros. Je ne sais pas qui a envoyé ça, mais enfin, visiblement, il y a quelqu'un qui tient à vous. Le deuxième message est une question sur, justement, vous parliez du beau. Et cette personne dit, mais est-ce qu'en matière de beauté, de choix esthétique, les meilleures décisions se prennent-elles seules ou à plusieurs ? Ou, non, il a inversé la question, il a dit, est-ce que les pires décisions sont prises par des gens qui décident seuls ou par des gens qui décident à plusieurs en faisant des compromis ? Belle question, hein ? Oui. Écoutez, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est une phrase, je crois que c'est celle d'Oscar Wilde, qui dit « Le mariage est l'occasion de résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu en restant seul. » Donc, je ne sais pas si... Donc finalement, il vaut mieux l'intuition d'un bon manager municipal ou un entrepreneur plutôt que des compromis de toutes sortes. Question, faut-il adapter nos modes de vie actuels au bouleversement ou adopter de nouveaux comportements ? C'est un peu la même chose, non ? Qui a posé cette question ? C'est une injonction paradoxale, c'est un psychiatre qui a posé la question. Faut-il adapter nos modes de vie actuels au bouleversement ou adopter de nouveaux comportements ? Ah non, pas du tout. Les adopter comme nos modes de vie. Oui, en fait, je pense qu'il veut dire, est-ce qu'il faut adapter la ville ou nous adapter au merdier ? Oui. Eh bien, écoutez, il y a ceux d'entre nous qui vont considérer que, et compte tenu de leurs moyens aussi, de leur système de valeurs, de leur position, Enrico Letta a drôlement raison de dire, attention, nous sommes nombreux à être ancrés et à vouloir le demeurer, qui vont par conséquent chercher des solutions d'adaptation et qui vont probablement être parmi les derniers à devoir faire des grandes bascules. Regardez ce qui se passe avec la voiture, avec cette motorisation, avec la dernière annonce de Trump concernant le marché en question, avec les ZFE, etc. Et puis il y a une autre fraction de la société qui, elle, explore des bascules personnelles, et on les connaît en particulier dans le monde des diplômés urbains qui rentrent dans des formes d'aventure personnelle et qui font du projet écologique un projet individuel. Il y aura de tout. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne la tolérance et la capacité à construire des compromis dans la diversité de ce tout. Faut-il rénover des centres-villes ou décider à la mode Haussmann de tout refaire en mieux ? Bon, on peut toujours rêver, tout refaire en mieux, oui, il n'y a pas de problème. Alors là, on retrouve le débat financier de tout à l'heure, bon courage. Non, je crois qu'on a suffisamment de boulot avec l'existant, avec la ville déjà là, avec les territoires déjà là, et que le grand devoir éthique de la génération à venir, c'est de retravailler ce qui est déjà là. Une question indiscrète, Martin Vanier. Ce n'est pas la personne qui dit que vous êtes son héros et qui vous demande si vous êtes célibataire ou pas. Mais j'ai dit que ma femme m'attendait tout à l'heure. Ouais, vous savez, ça ne dérange pas certaines personnes, je vais vous le dire. Pourquoi êtes-vous devenu géographe ? Question qui est arrivée aussi. Pourquoi cette passion pour la géographie dont on parle quasiment plus aujourd'hui aux élèves ? Alors, c'est une discussion que j'avais avec un des collègues intervenants, le collègue qui va intervenir sur l'USIA, juste après moi. Est-ce qu'on en parle quasiment plus ? Je ne sais pas, parce que je dois avouer que j'avais enseigné en collège et en lycée il y a 30 ans, avant de cheminer, et je ne sais pas comment on enseigne ma discipline aujourd'hui. Comment je suis devenu géographe ? En passant par l'histoire, figurez-vous, et c'est presque l'histoire de la discipline qui est née de l'histoire. Aujourd'hui, je trouve absolument essentiel ces deux pieds-là. Ils ont été instaurés, inventés, déployés d'un point de vue académique dans la France du 19e, sur fond de conflits géopolitiques sur lesquels je ne reviens pas. Ils sont adossés l'un à l'autre. Les deux choses essentielles dont nous avons besoin au XXIe siècle pour y voir clair, c'est de l'histoire et de la géographie. Il n'y a pas de doute. Faire avec l'existence n'est pas l'enjeu des générations à venir, mais des générations dans cette salle. Ça n'appelle pas de commentaire, ça c'est une chronique. Donc voilà, j'ai dit la chronique. Faire avec l'existence n'est pas l'enjeu des générations à venir, mais des générations dans cette salle. La personne qui a envoyé le message vient de s'applaudir. Merci infiniment.
Alors là, le ZAN, un projet d'avenir. Alors, le ZAN, c'est du réglisse ou c'est autre chose? J'ai loupé quelque chose. C'est un grand... j'ai le même souvenir que vous, effectivement. Mais bon, c'est donc le zéro artificialisation nette. Autrement dit, c'est la trajectoire par laquelle nous sommes censés aboutir à l'horizon 2050 à une situation dans laquelle nous ne consommerons plus d'espace foncier, sauf celui que nous réciterions et que nous pourrions, par contrebalancement, consommer à nouveau. Mais donc, ça veut dire rentrer dans une ère de neutralité en termes de consommation d'espace, comme nous avons l'objectif d'entrer dans une ère de neutralité carbone, comme vous le savez. Donc il y a le ZAN et il y a le ZEN, figurez-vous, le zéro émission nette. Comme quand les gens s'énervent sur le ZAN, on leur dit restez zen, mais ça n'améliore pas les choses. Quelle boussole suivre si le savoir nous égare? Intuition, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous inspire? La beauté, la justice et la recherche. Oui, j'ai dit exactement ça. Effectivement, vous avez vu ce qu'a dit Edgar Morin, nous sommes dans l'errance et nous allons rester dans l'itinérance. Effectivement, les temps qui s'en viennent seront compliqués. Plus on saura, moins on sera certain. Trump va continuer à pomper, et il n'est pas le seul. Et donc, il nous faut quelques repères communs. Je propose la beauté, la justice, la recherche. C'est déjà beaucoup. Martin Vanier, dernier message. Tu restes mon héros, je te suivrai dans n'importe quelle zone d'activité ou d'aménagement. Merci Martin Vanier, à plus tard.